tous et à toutes, donc je suis désolée si l'image habituelle n'est pas celle-là, parce que si je me mets en face de ma bibliothèque, j'ai le soleil en pleine face et il m'éblouit vraiment, donc je suis obligée de me décaler un peu pour être un petit peu à l'abri. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle chronique, donc je suis désolée si je me gratte un peu le nez, mais c'est que voilà, j'ai un peu le nez qui me gêne aujourd'hui. Pardon, puis j'ai une petite toux. Je suis désolée. Donc comme je l'ai dit récemment sur Facebook, ça devait être quand? Ça devait être vendredi soir, si mes souvenirs sont bons. Que j'étais pas chez moi pendant quelques jours, donc jusqu'à hier, donc hier on était jeudi. Je tourne cette vidéo vendredi et elle sera peut-être en ligne le samedi, donc si je l'ai pas monté entre temps. Je l'ai pas monté entre temps, donc je suis désolée si voilà, j'ai une nez qui me gêne un petit peu, j'ai une petite toux, donc je suis désolée si je fais des gestes, enfin si je touche ou si je me gratte un peu le nez, voilà. Donc le livre que je vais vous chroniquer aujourd'hui c'est Assassin's Creed Renaissance, donc je l'ai terminé mardi je crois, donc ça fait un bout de temps. Donc vu que j'avais pas accès à internet, je pouvais pas vous chroniquer. Je voulais chroniquer donc le jour même où je fais cette vidéo, c'est-à-dire vendredi. Et vraiment je n'ai dit que du bien. Je crois que j'ai pas encore mis sa note sur Livre Addict. Ça devrait pas tarder. Donc le résumé c'est dur parce que voilà, je vais vous résumer en gros à peu près. Ouais, en gros ça. Et encore. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que je l'ai adoré tellement ce livre que je vais essayer de pas faire beaucoup trop de choses. Je sais pas si vous en parlez davantage pour pas trop vous spoiler. Mais pour vous dire seulement ce que j'en ai réellement pensé, parce que celui-ci je l'ai adoré. Pour l'instant c'est mon préféré parmi tous les Assassin's Creed que j'ai lus. Alors de quoi parle Assassin's Creed Renaissance? Alors déjà c'est l'histoire donc d'Ezio Auditore. Je pense avec l'accent, donc je suis un peu désolée, j'ai pris cette habitude là avec les jeux. Donc Ezio Auditore, donc est un jeune homme qui sans la capuche, que vous pouvez voir là, ressemble en fait à ça. Donc comme vous pouvez voir, il n'a pas encore sa tenue parce qu'elle apparaît un peu plus tard dans l'histoire. Donc en fait, l'histoire, c'est donc Ezio Auditore qui est un jeune homme de 16-17 ans. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il disait dans le livre qu'il allait pas avoir pas loin de 17 ans. C'est un jeune homme, voilà. Il parle, voilà. Elle éclaire aussi une silhouette vêtue de noir qui se dressait sur le toit de l'église Santo Stefano al Ponte. Donc, je suis désolée, j'ai l'accent italien le plus pourri au monde. Celle d'un jeune homme de 17 ans à peine. Donc voilà. Donc Ezio est un jeune homme de 17 ans à peine. Qui vit une vie tout ce qu'il y a de plus normal, donc dans sa ville natale qui est Florence, donc en Italie. L'action, je précise tout de suite, se passe en grande majorité dans ce charmant pays qu'est l'Italie. Donc il vit une vie tout ce qu'il y a de plus normal à Florence. Il vit son père, donc Giovanni, est un régimentier, donc il est un dirigeant qui est très connu en France, une très grosse banque, on peut dire ça comme ça. Il vit également avec sa mère, donc Maria, et ses deux frères. Il a deux frères et une sœur. En fait, il a deux frères, donc Federico, qui est l'aîné de la fratrie. Il a une petite sœur, Claudia, et le petit dernier, Petruccio, qui doit avoir 8 ans en tout cas, c'est quasiment 10 ans. Je crois que sa sœur, elle a un petit peu plus. Claudia, je crois, doit avoir 13 ans dans ces deux-là. Donc il vit une vie tranquille avec sa famille. Lui et son frère Federico sont très proches. Ils ont fait les 400 coups ensemble, si ce n'est plus. C'est-à-dire qu'ils vont se balader en ville ensemble, ils font des courses sur les toits, plein de choses. Il aide de temps en temps sa mère quand son père lui demande, ainsi que sa soeur, pour des petites tâches. Il vit vraiment attaché à sa famille. Donc il vit vraiment, il fait tout ce que tout jeune fait, c'est-à-dire que il s'amuse, des trucs comme ça, il se promène. Hein.
Donc il a vraiment, on va dire entre guillemets, la belle vie. En plus il est charismatique, donc il a vraiment, il peut plaire et il a la belle vie. Si on peut dire ça ainsi. Alors tout va commencer à changer lorsque son père Giovanni demande à Ezio de prendre un petit, d'essayer d'avoir un peu de sa responsabilité, parce que Giovanni veut que ce soit Ezio qui reprenne la tête de la banque et non Federico. Donc Giovanni pardon, demande à Ezio d'aller emmener de lettres à deux personnes qu'il ne connaît pas. Sauf que les personnes à qui il livre ont un comportement un peu bizarre. Pas bizarre, mais un peu suspect, parce que ils sont pas méfiants, mais ils ont un comportement qui est pas spécialement normal. Enfin, qui fait douter un peu Ezio. Bref, il a donné les lettres, il a fait ce qu'on lui a demandé sans plus. Et il retourne donc au palazzo. Le palazzo en français c'est le palais, donc merci au colosse à la fin du livre. Et il voit la porte grande ouverte. Et Ezio vraiment trouve pas ça normal, parce qu'à la base la porte n'est pas ouverte comme ça. Mais il commence un peu à paniquer, il entre à l'intérieur de la maison, c'est comment dire, c'est le désordre absolu, c'est un vrai carnage. Tout est dans le désordre, là il reconnaît plus la maison qu'à l'intérieur parce que tout est déversé. Et d'un seul coup il surprend Annetta, donc la gouvernante, qui l'a pris pour un ennemi. Ezio demande donc à Annetta qu'est-ce qui se passe, pourquoi la maison est dans cet état là. Annetta explique à Ezio que les gardes ont emmené le père et les deux frères d'Ezio au palais de la seigneurie, donc en prison. Ezio, commençant à être inquiet, demande à Annetta d'emmener Claudia et Maria en sécurité. Maria est vraiment choquée. Il emmène donc, il demande à Annetta d'emmener Claudia et Maria en sécurité, pendant que lui va essayer d'avoir des réponses auprès de son père, même si son père est en prison. Il trouve le moyen d'accéder à la cellule de son père sans se faire repérer. Je ne dis pas comment, je vous laisse découvrir. Et son père demande, dit à Ezio, je peux pas vraiment t'en parler. Si je peux pas t'en parler, c'est que il y a plus important. Giovanni dit à Ezio de retourner à la maison, que dans le bureau de Giovanni il y a une porte secrète, qu'il la trouve. Et dans cette pièce secrète, donc la porte secrète amène à une pièce secrète. Giovanni dit il y a un gros coffre dans cette pièce secrète. Ouvre ce coffre et prend tout ce qu'il y a dedans. Toute réception, il y aura deux lettres. Apporte-les à un ami de la famille. Et s'exécute, pardon. Il s'exécute, il dit j'ai pas le choix, c'est mon père, je dois lui obéir. Donc il trouve la pièce. Dans ce gros coffre, il y a la fameuse tenue qu'il porte. Donc voilà, qui ressemble à ça. Donc voilà. Je vais vous mettre une image tête complète à quoi ressemblait Ezio dans la tenue totale. Enfin entière. Donc ouais, c'est souvent la nuit avec un pantalon noir et puis des bottes en plus. Donc il apporte également les deux lettres à l'ami de la famille. Sauf que le lendemain, donc il fait ça pendant la nuit, je précise. Le lendemain, la maison, pas la maison, il va sur la place, la grande place de Florence. Et il voit une estrade où il y a trois personnes qui sont sur le point d'être pendues. Et ces trois personnes sont nul autre que le père et les frères d'Ezio. Et l'ami de la famille en fait les a trahis. Et donc Giovanni, Federico et Petruccio sont pendus. Donc sous les yeux d'Ezio. Ezio part donc dans une quête de vengeance. Voilà en gros l'histoire globale. Comme j'ai dit, je vous ai à peine... ouais, je vous ai à peine chroniqué pas beaucoup. Donc voilà. Et voilà, j'ai chroniqué que ça. On dira pas, mais c'est ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, j'ai adoré. J'ai pas pu m'en lasser. C'est vraiment très bien écrit. L'écriture est fluide. Déjà la couverture, je vous la montre un peu, elle est sublime, elle est comme ça. Donc avec le titre là. D'ailleurs on a l'impression que c'est, je crois selon moi, attendez 2 secondes.
Non, c'est bon, j'ai cru. La place où justement je vous parlais tout à l'heure, où était ce qui arrivait à une partie de la famille des Dio, comme ça. Et là. Donc avec de tout, avec le chapitre, en gros tout ce que je vous ai résumé, mais en beaucoup plus court. Et je précise que c'est écrit assez gros, donc pour ceux qui passent... donc voilà, 400 pages, un peu plus de 400 pages, quasiment 500. Et c'est écrit assez gros, ne vous en faites pas. Sachez que le livre est disponible, je voulais oublier de vous le dire, en format poche, donc en petit format. Donc là oui, c'est Black Flag, parce que je l'ai pas lui en grand format. Il est édité en petit format comme ça, format poche, mais chez Milady, pas chez Castelmore. Castelmore qu'en grand format. Et je sais pas s'il est édité également en format ebook. Donc voilà. Bref, je sais pas ce qui se passe, je suis désolée. Donc j'ai vraiment aimé ce livre, dans le sens où en fait on suit vraiment un idiot qui vit une vie paisible, qui vit tout ce qui est de plus normal. Et d'un coup, le malheur arrive, comme je vous expliquais dans le résumé. Et Dieu se retrouve avec des responsabilités qu'il n'aurait jamais pu croire qu'il assumerait si tôt. C'est-à-dire que pour lui, comme je l'ai dit, c'est lui qui devait prendre la relève de la banque de son père à la place de son frère. Parce que voilà, telle est la volonté du père. Et Dieu disait qu'il était jeune, il avait encore tout ce temps avant d'avoir vraiment de responsabilités. Mais au Sandiac, Kizio se retrouve avec des... comment vous l'expliquer, avec une poids de responsabilité énorme. Parce qu'il se dit, maintenant c'est un peu lui, l'homme de la famille. Le chef de famille, en gros, même s'il ne reste plus que lui, sa mère et sa soeur. Attendez, je ferme juste ma porte. Voilà, on monte. Donc voilà, donc en gros, il va se retrouver avec des poids vraiment énormes parce qu'il faut qu'il protège sa mère et sa soeur. Et c'est vraiment assez dur à dire parce que personne n'a envie, je pense, de perdre un proche. Et on sent bien que les yeux changent. Il est du jeune à insouciant et il se retrouve d'un coup avec des responsabilités sur la tête. En gros, c'est vraiment une histoire qu'on sent qu'on suit parce qu'on voit un idiot qui évolue au fil du temps. Il acquiert de l'expérience. Parce qu'au début, c'est un total néophyte. En fait, un néophyte, c'est ce qu'on appelle également en fait un néophyte dans un domaine. C'est en fait un débutant. Il sait pas vraiment se battre. Enfin, il sait se battre avec ses poings. Il sait pas se battre avec des armes. Il va acquérir la possibilité de mieux se battre à l'épée. Je vous disais tout à l'heure qu'il se promenait peut-être sur les toits avec son frère aîné. Il faut bien trouver un moyen de grimper sur les toits, donc il grimpe sur les murs. Il acquiert cette agilité, encore plus d'agilité. On voit vraiment un idiot qui évolue au fil des années. Parce que ça se déroule en années par an au jour. Parce que c'est une quête qui est longue. On découvre vraiment un idiot qui se dit qu'il va à tout prix, qu'il doit à tout prix venger sa famille, hein, les membres qui ont été assassinés, mais que ça peut pas se faire du jour au lendemain. On sent qu'il un idiot qui réfléchit mais qui trouve les moyens d'y accéder à plein de choses comme ça, et pour atteindre ses cibles, si je peux dire ça comme ça, ses cibles. Les Templiers qu'un assassin va assassiner se nomment les cibles. Et Ezio va très bien s'entourer, notamment de personnages qui ont réellement existé. Léonard de Vinci, donc Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, donc Machiavelli, je ne dis pas quel moment d'histoire il apparaît, c'est très dommage. Lorenzo de Medici, donc Laurent de Médicis. Il y aura aussi un autre allié qui va s'appuyer, c'est Caterina Sforza, donc la comtesse de Forlì. Plein d'autres choses. Et chez les mauvais comtés, on a Rodrigo Borgia, donc qui deviendra plus tard le pape Alexandre VI. Je trouve que c'était vraiment intéressant cette possibilité qu'il tue à son tour des personnages aussi célèbres, parce que ça donne un petit peu au récit un côté plus authentique, un côté très authentique. C'est ce qui fait qu'il a ce petit plus, cette histoire, ce petit plus que j'ai pas assez vraiment décelé dans les autres tomes, parce que celui-là, je trouve que j'ai l'association que pour la vie d'Ezio, la vie d'Ezio s'étale sur 3 romans. Je suis désolée du bruit que vous venez d'entendre. En fait, Ezio a 3 romans à lui qui sont Renaissance, Brotherhood et Révélation. Brotherhood et Révélation, je les ai déjà présentés dans d'autres chroniques. J'ai trouvé en fait que Brotherhood et Révélation avait ce trop de ressemblance avec les jeux, oui, qui leur sont dédiés. Ce qui est moins le cas de Renaissance, j'ai trouvé.
un petit peu plus authentique. Il a vraiment un petit truc en plus que j'ai pas assez à déceler chez les deux autres. Autre point intéressant, c'est qu'en fait une grosse partie du livre, je vous dis pas laquelle, en fait quand j'ai joué au jeu Assassin's Creed 2, parce qu'à la base lui il est tiré d'Assassin's Creed 2, qui sont en fait les séquences 12 et 13 de l'histoire. Je vous dis pas à quel moment ça se déroule dans le livre, mais en fait les séquences 12 et 13 dans le jeu, faut les télécharger, et je crois qu'elles sont payantes, je sais plus. Sur des contenus téléchargeables. Je les ai pas sur le jeu, et le fait que les séquences 12 et 13 soient en version écrite dans le livre m'a donné encore plus de surprise, parce qu'en fait je peux retrouver les trois quarts du livre, je le connaissais parce que je l'ai grâce au jeu, mais les séquences 12 et 13 je ne les connaissais pas du tout. Alors pour moi ça a été une surprise, parce que moi j'ignorais totalement ce qui s'est passé, et ça m'a, c'est ce truc en plus, c'est le fait de découvrir le jeu, parce que le roman différemment il l'a apprécié davantage. C'est ça qui est. Ce livre est vraiment, vraiment très authentique par rapport aux autres Assassin's Creed. Parce qu'on découvre des choses en plus. Beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses en plus. Je compte pas vraiment Forsaken, parce que Forsaken c'est toute la vie d'Ethan. Donc on n'a pas l'histoire. Une histoire tout autre. Vraiment, c'est l'histoire d'un personnage précis. Et tout c'est pareil. Mais on a vraiment. Je compte pas Forsaken parce que c'est plus un journal intime. Donc là c'est un récit raconté. C'était vraiment très agréable à lire. C'était vraiment un livre que j'ai adoré. C'était vraiment super. Je l'avais, je pouvais le lire, je pouvais plus m'arrêter. Et en fait, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est quand j'ai refait mes livres, j'avais fini la trilogie d'Ezio. C'est-à-dire, j'avais déjà lu Brotherhood, Révélation, et je m'étais attaquée à Renaissance. J'ai dit, j'ai refait mes livres, j'ai viens de finir l'histoire d'Ezio. Je suis repartie un petit peu avec ma petite larme, si on peut dire ça comme ça, parce que j'étais vraiment déçue, parce que je veux dire, Ezio, je l'adore que dans celui-là. Brotherhood et Révélation, il était mignon aussi. Mais je n'ai pas fait tous les Assassin's Creed parce qu'il manque deux autres. Mais ce livre c'est vraiment le meilleur pour l'instant. Parce que j'ai pas encore lu Black Flag ni La Croisade Secrète. Pour l'instant, lui il reste mon chouchou. Si je devais citer un bémol, ça serait le fait que le glossaire soit à la fin. C'est un peu le dico des traductions. Il y a des mots qui sont en italien et en latin dans le livre. Ce qui est un peu chiant, c'est de devoir tout le temps aller vers la fin pour découvrir le mot. Parce qu'on perd un peu le fil. Pardon, parce que c'est la gorge qui fait un peu mal. Et le seul moyen qu'on a, c'est de se souvenir des mots, c'est de les noter à côté. Et donc, ce qui fait qu'on doit avoir un papier volant avec toute la traduction des mots. Ce qui est un peu chiant. Mais moi j'ai appris de nouveaux mots intéressants. Et un truc que j'ignorais, c'est l'expression. C'est une expression qui revient assez souvent dans le livre, donc on se souvient rapidement. C'est requiescat in pace, donc repose en paix. J'ai toujours cru que c'était l'italien, mais en fait, je crois que c'est du latin. Je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui me fait dire que je me suis trompée? C'est qu'en fait, je regarde sur internet Salut les geeks, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans l'un des épisodes, Mathieu, donc qui présente Salut les geeks, fait des allusions à Assassin's Creed parce que je crois bien qu'il joue. Peut-être pas autant que moi, je crois que je joue pas de la même façon. Et il dit justement non, c'est du latin. Après, si c'est vrai, je vais bien le croire. Mais vraiment c'était assez sympa, le glossaire, mais si on me juge, je connais à la fin. Autre point, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'était déroule sur plusieurs années. J'ai eu du mal, je me dis, ça fait combien de temps depuis le chapitre précédent, des trucs comme ça. J'aurais aimé avoir une petite frise chronologique, c'est-à-dire vraiment, par exemple, la date, enfin, telle année, il découvre tel cible qui est le lien avec le haut, j'ai pas dit si je veux dire ça comme ça, et l'année où en quelle année, Ezio là-dessus, aurait aimé savoir, parce que à fil de temps j'étais un peu perdue, c'est un peu ce souci de chronologie, parce que je disais qu'il avait 17 ans au début du livre, mais je crois là, il est à la quarantaine, à la fin du livre, donc vous imaginez quasiment 30 ans d'écart, en 30 ans on a du mal en fait, au bout d'un moment, c'est ça qui m'a un peu gênée. Donc voilà. Alors si je devais faire le gros point sur ce livre, c'était un excellent livre. Je le qualifierais de coup de cœur. Les seuls petits bémols, c'est souvent en fait le souci des années qui défilent assez rapidement, sans qu'on s'en rende compte, et qu'on aurait mis à avoir peut-être une petite chronologie. Sinon c'était vraiment un roman que j'ai adoré.
Donc cette chronique est terminée, j'espère que vous aura plu. Je sais qu'à un moment dans ma vie j'ai coupé parce qu'en fait ma mère je crois passait l'aspirateur, donc au total ça faisait un gros brouhaha, je suis désolée. J'espère que ma chronique vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et ce, je vous dis bonne lecture à vous.